L'or. L'or. Nous sommes ici dans une mine d'or, près de Yamoussoukro, la capitale administrative de la Côte d'Ivoire. Et ici, l'or est très important puisque c'est ici en Afrique qu'on trouve les plus grandes réserves mondiales d'or, près de 60%. Mais vous vous en doutez, ce n'est qu'une infime partie des ressources que l'on peut trouver sur le continent africain. On y trouve 80% des réserves de coltan, 70% des réserves de diamants, du cobalt, du fer, du cuivre, bref, une mine d'or à ciel ouvert. Les sols africains regorgent de matières premières, mais ces populations sont parmi les plus pauvres de la planète. Mais alors, comment expliquer ce contraste ? Eh bien, en réalité, on s'en doute, il existe ici en Afrique un pillage des ressources plutôt bien organisé. Et c'est en Côte d'Ivoire qu'on va tenter de comprendre à qui profitent réellement les ressources africaines. Ici, pour extraire de l'or, il existe plusieurs moyens. La voie officielle avec des permis d'exploitation donnés par les ministères. C'est le cas des grosses mines d'or industrielles, britanniques, canadiennes ou australiennes. La voie moins officielle avec des autorisations données sous le manteau par des préfets. C'est le cas de certaines mines d'or chinoises par exemple, protégées par les dozo, des milices armées. Et enfin, il y a la voie clandestine, celle des petites mines en théorie interdites mais exploitées par ceux qu'on appelle les clandestins dans leur propre pays, les Ivoiriens. Faites sortir mon Canadien là, mon Canadien. Regardez dedans là, mon Canadien là. Envoyez mon Canadien là. Vous n'avez pas de matériel à part les Non, on n'a pas de matériel, c'est le gaz. Tu vois, chacun se débrouille. C'est là quand on vient là, c'est ça, les femmes la prennent, on lave pour les laver encore, pour avoir du quoi à manger. Mais on a beaucoup de difficultés. Tantôt, on nous dit d'arrêter de travailler, le gouvernement nous menace là parce qu'on n'a pas de papiers. Bon, ça nous fatigue un peu dans le travail. Ici, en Côte d'Ivoire, les 4 principales mines d'or industrielles sont exploitées par des groupes étrangers. Un groupe britannique, Randgold, un groupe australien, Newcrest Mining, et un groupe canadien, Endeavour Mining. Pour la mine d'or détenue par le groupe britannique, par exemple, 89,7% des recettes de l'exploitation reviennent à Randgold. Seuls 10% reviennent à l'État ivoirien et 0,3% à des investisseurs extérieurs. C'est possible de lutter contre les entreprises à côté, les Chinois, les Anglais, Bon, on n'a pas su le même chemin parce que ce que nous gagnons, ça n'a rien à voir avec ce qu'eux cherchent. Nous, on cherche en haut et ils vont jusqu'en profondeur. Mais creuser les profondeurs n'est pas sans conséquences. L'exploitation minière détruit les sols et pollue les eaux. Nous quittons la mine d'or pour rencontrer les habitants du village voisin qui subissent depuis plusieurs années un véritable désastre écologique. La mine d'or chinoise rejette ses déchets dans le Bandama, l'un des plus longs fleuves de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, il est devenu entièrement doré. On n'y trouve presque plus de poissons, ce qui a détruit l'économie locale et le travail des pêcheurs. On est ici à Bossokro, le village voisin de la mine d'or, qui était connu pour être un village de pêcheurs. Malheureusement, les pêcheurs aujourd'hui ne peuvent plus travailler puisque la mine d'or a complètement pollué le lac voisin. On est ici avec Aïssata Koulibaly, qui est l'une des vendeuses du village. Avant, c'était une place connue pour le poisson. Ouais. On gagnait beaucoup ici. On ne fait pas autre métier. On n'a pas de champs. Bon, c'est dans ça là on s'habille. C'est dans ça là on se nourrit. Si on est malade aussi. Le poisson, il est de bonne qualité, même si c'est pollué? C'est de bonne qualité, mais produit là, ça nous fatigue ici. L'eau là même, avant on buvait. Mais maintenant on ne peut pas boire. À cause de l'eau là, les gens refusent nos poissons ici. C'est poissonné. Alors que nous aussi on n'a pas de choix. Les pêcheurs qui ne peuvent plus pêcher, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils sont devenus ouvriers pour la mine? Ils essaient de trouver de l'or? Ils sont devenus les clandos. Mais le village de Bossokro est loin d'être un cas isolé. Les riverains des exploitations industrielles sont souvent les premières victimes de l'extraction de ces ressources. Nous prenons la route vers un village de la préfecture de Prikro, à quelques heures de la mine d'or. Et là, on arrive dans le village de Famyankro, qui est juste ici, où on va rencontrer des villageois qui essayent de lutter contre une entreprise belge, une multinationale qui a volé 11 000 de leurs hectares. En 2015, le groupe SIAT, une entreprise belge spécialisée dans l'agro-industrie, s'est implanté sur 11 000 hectares de terre. Selon les villageois, lorsqu'ils ont protesté contre cet accaparement, les manifestants ont été violemment réprimés par la gendarmerie. 2 personnes seraient mortes, 70 auraient été emprisonnées et plusieurs disparus, dont des enfants. Nous allons à la rencontre des villageois et du roi du village, Nanan Akou Moro II. Les villageois ne voulaient pas que
entreprises s'implantent ici, ils ont un peu essayé de s'opposer, sauf que la répression a été difficile. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé? Donc ces terres, elles vous appartiennent à vous, elles appartiennent au village. Mais ils ont acheté avec qui? Et vous utilisez, c'était des terrains qui étaient utilisés pour l'agriculture, pour se nourrir. Et comment vous faites aujourd'hui? Malgré la violente répression et les risques qu'ils encourent auprès des autorités, les villageois tiennent absolument à médiatiser leur histoire. Pourquoi est-ce que vous êtes contre les VA? En fait, ça appauvrit le sol, ça appauvrit les populations, ça ne se mange pas. Vous cultiviez quoi par exemple? Donc il y avait une économie locale. On avait une économie spéciale pour nous-mêmes. Pour ce village, on a fait plein de soi-même. Enfin, on lutte à ce que nous ayons le terrain. C'est toute notre ambition. Ça. Si jamais nous avons le terrain demain ou bien après-demain, on saura ce qu'il faut faire. Vous voulez récupérer votre terrain. Voilà. C'est l'objectif, c'est qu'on vous rende votre terrain. Tous les villageois que nous avons rencontrés ont insisté sur l'aide que les médias pouvaient leur apporter. Ils savent que c'est aussi l'absence de couverture médiatique qui a permis ces abus. Vous allez nous présenter qui? Celle-là, c'est notre maman. C'est la doyenne? Ouais, c'est la doyenne qui ça. Bonjour. Elle aussi, elle a été en prison. C'est une femme qui est handicapée, totalement handicapée. Elle peut même pas marcher. Bonjour madame. Qu'est-ce qu'ils attendent de vous? Que tout le monde parte? Qu'est-ce qu'ils veulent en faisant tout ça? Que vous leur laissiez toutes les terres et que vous alliez ailleurs? C'est pour vous faire taire, ils vous ont mis en prison pour faire taire la révolte. Vous allez résister jusqu'au bout. Au bout. Même s'il reste une mouche. Là, on est avec Anderson Diedry, qui est journaliste ivoirien et qui a beaucoup travaillé sur la question de l'accaparement des terres. Nous, on a essayé de contacter SIAT. Ils n'ont pas voulu nous répondre. Toi, tu as essayé de les joindre aussi pour tes sujets. Ils t'ont jamais répondu. Moi, ça ne m'étonne pas qu'on ne vous réponde pas parce que globalement, on ne veut pas que... Moi, je pense que ce qui se passe ici soit su par le grand public. Non seulement ceux qui ont perdu les champs qui étaient sur ces parcelles qui ont été... Parce que leurs champs ont été détruits au moment où l'entreprise venait s'installer. Ils n'ont pas été dédommagés, indemnisés pour ça. En plus, les populations disent, par exemple, qu'ils ne bénéficient pas de retombées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'investissement dans le développement local. Ils ont tué l'économie locale. Il n'y a eu aucun dédommagement et il n'y a eu aucune compensation derrière, il n'y a eu aucune construction. L'investissement qui devait plutôt apporter le développement fait sortir la population de la pauvreté, créer des emplois, en train de créer un effet inverse. C'est-à-dire qu'au contraire, on est en train de créer davantage de pauvreté ici. Plusieurs questions sur les investissements étrangers se posent. Si lorsque des entreprises s'implantent, et notamment des entreprises étrangères, elles appauvrissent les populations locales, pourquoi le gouvernement les laisse faire? Direction Abidjan pour en parler avec la Banque africaine de développement. Et nous sommes ici à Abidjan, dans le quartier d'affaires, le Plateau, où nous allons rencontrer l'un des 7 vice-présidents de la Banque africaine de développement. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce paradoxe entre la richesse des terres et la pauvreté des populations? Dans certains projets, comme les gros projets d'infrastructure, ces projets d'infrastructure appuient l'ensemble de l'économie. Nous avons 5 grandes priorités. La première priorité, c'est d'éclairer et d'alimenter l'Afrique en énergie. La seconde priorité, c'est de nourrir l'Afrique. Je vais parler des autres plus tard. Nourrir l'Afrique, feed Africa. Alors si je peux juste, pardon, parce que c'est très intéressant. Justement, on a rencontré, en fait, on est allé dans un village, parce que nourrir l'Afrique, c'est très important. Et donc, on est allé dans ce village de Famienko, où 11 000 hectares de terre ont été spoliés à ces villageois, qui étaient contre.
ont été donnés à une entreprise belge, Siat, qui cultive de l'EVA, donc du caoutchouc, qui ne se mange pas. Et donc aujourd'hui, justement, ces populations-là ne peuvent plus se nourrir. Elles ont essayé de manifester contre. Il y a eu des très graves répressions, il y a eu des morts, il y a eu des personnes emprisonnées. Et donc, là, typiquement, on a un cas où, très clairement, on a appauvri des populations qui ne peuvent plus se nourrir au profit d'une entreprise étrangère qui, elle, du coup, gagne de l'argent sans reverser quoi que ce soit à ces populations-là. Vous parlez d'un cas particulier bien sûr, que je ne connais pas. Donc, de manière générale, notre politique est l'inverse de ce que vous décrivez. Notre politique, c'est précisément de développer des chaînes de valeur locales et régionales. Nous sommes une banque et nous finançons par tous les projets. Ce projet-là, par exemple, il n'est pas financé par la Banque publique de développement. Ce projet SIAT, d'accord. Lorsqu'elles s'implantent dans des villages ou dans des villes, ces entreprises promettent des créations d'emplois. Pourtant, malgré une présence des investisseurs, les économies africaines sont celles qui souffrent du plus grand retard. Sur les 20 pays du monde qui ont le produit intérieur brut le plus faible, 17 sont africains. On l'a vu au fil de nos rencontres, les populations africaines sont privées d'une grande partie de leurs revenus. Des pertes incalculables, que ce soit au niveau de leurs ressources naturelles ou de leur emplacement géostratégique. Des populations sont même parfois délogées, expulsées sans aucun dédommagement pour que des entreprises étrangères puissent venir ici profiter de la richesse des sols africains. Et ce qui est d'autant plus grave, c'est que ce pillage de masse ne s'accompagne même pas d'un dédommagement qui permettrait aux populations locales de vivre dignement. Certaines parties du continent continuent de s'appauvrir alors que le lieu même où elles vivent permet d'enrichir des multinationales du monde entier. À qui profitent réellement les ressources africaines? À tout le monde, sauf celui à qui elles reviennent de droit, le peuple africain.